Je voulais parler, ma deuxième stat, je ne l'ai pas dit, mais comme elle était sur Brandon Miller, peut-être on l'abordera plus tard. On peut avancer. Quelle est donc, je peux te lancer, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Hornets 2024? Ça tombe bien, elle est sur Brandon Miller, justement, voilà. Donc on va pouvoir en parler. C'est 91%, et qu'est-ce que c'est 91%? C'est le pourcentage de ces 3 points marqués qui sont assistés. Donc en gros, des catch and shoot, où il reçoit une passe décisive. Pourquoi j'ai pris cette stat? Déjà, pour un peu se rendre compte, 91% en NBA, des shooters à gros volume qui ont 91%, c'est des shooters comme Buddy Hield ou Duncan Robinson. Donc c'est des shooters qui sont vraiment estampillés role player shooting, vraiment des joueurs qui créent pas pour eux-mêmes leur shoot, notamment à 3 points. Et en fait, j'ai voulu mettre en avant cette stat parce que je trouve qu'elle illustre assez bien la difficulté que Brandon Miller a à la création. Cette année, il était dans une équipe mauvaise, qui avait pas trop d'objectifs sportifs, donc il a pu être testé dans beaucoup de rôles, notamment en porteur de balle, choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que pour qu'il puisse, la manière qu'il a de créer son shoot le plus, c'est quand même quand on crée pour lui, justement. Après, ce que j'ai noté en signe positif, c'est que je le trouve assez bon dans le démarquage off-ball, notamment un des classiques qu'on a vu cette saison, et un classique avec ce profil de joueur, c'est un cut depuis le corner où il remonte en tête de raquette, même derrière la ligne à 3 points, un espèce de pin down, un pin down. C'est assez classique où soit il peut shooter directement, soit il part en espèce de drive vers le cercle. Mais en fait, ce qui me gêne beaucoup, c'est que justement, plutôt qu'aller jusqu'au cercle, il s'arrête souvent à mi-distance pour shooter un pull-up à mi-distance dans ces cas-là, s'il décide de partir en dribble. Et donc sur des shoots déjà qui sont les shoots les moins rentables, ou en tout cas les plus difficiles à être rentables. Et par contre sur ces tirs-là, il a une efficacité qui est pas terrible sur ces tirs à 2 points à mi-distance. Et aussi ce qui me gêne en plus dans cette configuration-là, quand il choisit d'aller au dribble, c'est qu'en fait c'est pas non plus automatiquement un shoot, mais quasiment. C'est qu'en fait ce qui me manque à mes yeux dans cette configuration-là, c'est qu'il va pas continuer en tant que connecteur. C'est pas un passeur de connexion. D'ailleurs, je trouve que pour l'instant, au niveau de la passe, j'ai pas vu grand chose de très positif, que ça soit un porteur de balle au pick and roll ou même justement de la connexion lorsqu'il reçoit la balle après un décalage. Là-dessus, c'est quelque chose qui m'embête pour son développement. En plus, il a tendance un peu à s'enfermer dans cette situation où il veut shooter, il regarde le shoot et il fait pas tellement de connexion, et ça me gêne vraiment pas mal, parce que je pense que pour son développement ça sera nécessaire d'avoir quelque chose dans ce registre-là. Oui, effectivement, c'est un peu tout comment j'allais dire l'attrait, non, la particularité plutôt, pardon, de son profil, c'est qu'on a un profil assez atypique en un sens, mais alors du coup je peux dire ma stat, et comme ça on peut enchaîner sur une discussion plus générale sur Brandon Miller. Moi c'était le fameux 65, 65, ou du coup tu me fais douter, t'as dit un autre chiffre tout à l'heure, mais j'ai peut-être noté avec un jour de décalage et les stats étaient peut-être pas mis à jour, mais son free throw rate, du coup son taux de lancer franc, le taux de lancer franc ajusté par rapport à la moyenne, grosso modo il est 40% plus bas que la moyenne. Autant vous dire que c'est très très bas. C'est extrêmement peu de fautes provoquées. Une autre manière de vous le présenter aussi, on est sur le fameux shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir. On est à 7%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On est au niveau de Josh Giddey, qui est aussi au niveau des 7%. Josh Giddey, notoirement aussi, qui ne va pas au contact et qui ne va pas au lancer franc. On est au niveau de Middleton aussi. Le Middleton tout cassé de Milwaukee actuellement, qui est plus qu'un jump shooter, qui bouge plus trop. Au niveau de Desmond Bane, qui est plutôt un shooter en sortie d'écran, mais voilà, qui est pas trop un driver. Jordan Poole, qui fait une saison catastrophique. Fred VanVleet, qui est depuis quelques années un des pires drivers de NBA. Bref, c'est quand même très très peu de fautes provoquées. Et pour moi, il y a 2 points clés. Et aussi 2 visions de voir un peu son profil très polarisé. C'est-à-dire que les 2 stats clés que j'avais notées, donc c'est ce taux de lancer franc très très bas. L'autre, c'était, tu as commencé un peu à l'évoquer, j'avais noté son ratio de playmaking. Qu'est-ce que c'est? C'est l'assist percentage par l'usage, percentage, en français, le nombre de passes que tu fais selon le nombre de ballons que tu reçois. Donc à quel point est-ce que tu es orienté passing versus scoring? Il est à 0,50. Voilà, le chiffre on s'en fiche, mais sachez que pour les joueurs qui ont un minimum de volume de responsabilité, il est 81e sur 84. Voilà, sur 84 joueurs avec un certain volume d'utilisation, 81e sur 84, et derrière lui, il n'y a que du Benedict Mathurin, et ensuite Jaren Jackson Jr., qui était un intérieur qui ne passe pas, et Porzingis, qui était aussi un intérieur qui ne passe pas. Donc voilà,
je commence un peu par le négatif parce que ça va aussi définir pas mal son profil qu'on voit beaucoup décrire, mais je peux quand même te lancer plus généralement sur le fait que c'est quand même le grand rayon de soleil de cette équipe cette année. Oui, parce que malgré tout, comme tu dis, il y a du positif, parce que mine de rien, sur les tirs à 3 points, sur les catch and shoot, il est à 38 et quelques %, sur un volume qui est de tentatives par match qui est plutôt élevé. Donc le shoot est là, et le minimum qui va apporter, et qui est à peu près certain, je pense, parce que c'était déjà son profil à la fac, c'est que ce sera un joueur qui pourra apporter du spacing. Donc le développement minimum, ça serait potentiellement un free and D. Faudra voir la défense où j'ai du mal à juger parce que le contexte collectif a été très compliqué. Il y a quand même des choses intéressantes dans sa défense. J'enchaîne un peu dessus. Il y a des choses un peu intéressantes, notamment en défense sur l'homme. Il y a eu des matchs où si le porteur de balle était un ailier en face, c'est lui qui s'en occupait et il a été pas trop mal. Il est beaucoup utilisé aussi comme low man, notamment sur pick and roll, donc il vient beaucoup en aide et il a cette je l'ai que en anglais, je suis désolé pour l'anglicisme, ce care, cette attention de venir sur l'aide qui vient. Par contre, je pense qu'il le fait pas si bien, notamment parce que il y a la technique, il y a aussi je pense un côté physique qui rejoint un peu le mauvais free throw rate qu'il a. C'est que physiquement, quand il y a du contact, c'est difficile, il décolle pas tant que ça lorsqu'il saute. Et donc du coup, même quand il est dans ce rôle de low man où il vient aider, finalement, il a du mal à être une vraie force de dissuasion et même une force de dissuasion moyenne. Et je pense qu'il y a quand même du positif dans sa défense parce qu'il y a en termes du fait de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il doit faire, je pense que c'est plutôt pas mal. J'aimerais le voir dans une défense un peu plus fonctionnelle pour en être tout à fait certain, mais en tout cas il m'a semblé plus concerné que beaucoup de joueurs cette saison, et donc ça peut être un peu prometteur pour se dire qu'il a un plancher de free and D compétent, parce que le shoot, notamment catch and shoot, est plutôt pas mal, et qu'il a l'habitude de recevoir des passes et de marquer à partir de ça. Et en effet, comme tu le disais, en termes de ratio de playmaking, c'est vraiment très mauvais, et de toute façon ça confirme vraiment cette impression visuelle où il essaye pas, en fait il n'essaye pas tellement, et quand il essaye c'est aussi de la passe assez simple. Notamment il a été beaucoup utilisé sur la deuxième partie de saison en pick and roll, en porteur de balle, et en fait souvent j'ai quasiment pas vu de ce qui passe de l'année, j'ai presque envie de dire jamais, mais ça se trouve il y en a peut-être une ou deux, mais voilà, il renverse jamais le jeu, il a des lectures vraiment très basiques. Déjà en plus, comme son dribble n'est pas bon, même il est mauvais, on peut dire qu'il est mauvais, il a du mal à faire la différence même avec l'écran, et même si c'est le cas, il a du mal par exemple à servir son rollman, son intérieur qui a posé l'écran, et aussi souvent s'il fait la passe, c'est un peu la passe qui va être plutôt sur le joueur côté ouvert, donc le joueur qui a plus de défenseurs proches de lui, et en fait c'est un peu se débarrasser du ballon plus qu'une vraie passe de playmaking lorsqu'il a été porteur de balle sur pick and roll, et ça se confirme de toute façon sur les différents indicateurs statistiques. C'est un peu ça, ouais. Il y a un peu un côté où j'ai pas envie d'utiliser l'expression trou noir parce qu'elle est un peu connotée très négativement, mais il y a un peu un côté où quand tu lui donnes la balle, c'est juste pour scorer, et il sait pas trop en faire quoi d'autre en termes de playmaking, de lecture dans le mouvement, de s'ajuster. Il a pas les instincts de passeur non plus. Et c'est là-dessus où je trouve que son profil est très intéressant. Je comprends totalement pourquoi, a priori, dans les mock drafts, dans les boards, il était en dessous d'un playmaker comme Scoot Anderson, qui pourtant fait pas une bonne saison, mais il y a quand même des différences de profil. Donc je comprends pourquoi ce grand allié qui a du shoot finalement était attendu un peu plus bas, on va dire, parce qu'il y a ce profil atypique qui, pour moi, est plus en fait un grand shotmaker qu'un vrai ailier d'élite, en fait, je trouve. Alors, il peut être élite dans son rôle, je veux dire, mais plutôt qu'un vrai ailier complet, plutôt, pardon. Peut-être je peux le formuler comme ça, mais parce qu'effectivement, on a parlé du taux de lancer franc qui est très bas, mais en fait, c'est ni un driver, ni un créateur collectif. C'est vraiment, j'ai la balle, je peux scorer, je peux bien scorer, et je pourrais très bien scorer à terme, à mon avis, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de valeur que ça à ajouter en termes de passing. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on peut regarder un peu son profil de tir actuellement. Pourquoi est-ce qu'il est pas très efficace? Déjà parce qu'il est jeune, donc ça évidemment les joueurs jeunes ne sont pas efficaces. Il est 5% moins efficace que la moyenne. C'est pas catastrophique, mais c'est mauvais. Comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de tirs à mi-distance pour l'instant. 40% de ses tirs sont à mi-distance, 40% c'est à 3 points, et le reste c'est au panier. Donc c'est très peu, hein. C'est même pas 20% qui sont au niveau du panier, et c'est quelqu'un qui en effet prend beaucoup à longue distance et aime bien s'arrêter dans l'entrejeu quand il commence à driver,
et forcément c'est une zone qui est beaucoup moins rentable que s'il arrivait à aller directement au panier, déposer le ballon au niveau du lay-up. Et donc voilà, il y a un peu ce profil de tir en termes de répartition de ses tirs au niveau des zones qui est très orienté mi-distance, qui est donc un petit plafond en termes de rentabilité. Et en effet, tu vois, drive, 7 drives par match, et à l'efficacité sur ces 7 drives par match, parmi les drivers qui sont en plus de 7 par match, il est 81e sur 86. Voilà, donc là encore, on est tout en bas pour l'instant, parce qu'on n'a pas l'agressivité, comme on a dit, au niveau des lancers francs, et je pense qu'on n'a pas le dribble non plus, hein, tu t'en as parlé, on n'a pas ce dribble, le dribble est assez mauvais pour l'instant, donc on n'a pas encore la fluidité, la capacité de maîtriser le ballon pour faire un dribble et pour faire des doubles pas, enfin voilà, dans le mouvement, très simplement aller au panier, quoi. Cette aisance. Et pour dire, en termes de moins efficace que lui sur drive, il y a Caris LeVert, Scoot Anderson, tiens, lui aussi il est là, pas une grande saison. Peut-être que les fans des Hornets sont contents d'avoir pris Miller, je veux dire. Jeremy Sohan, Dalano Banton et Ish Smith. Voilà, qui sont les drivers moins efficaces que Miller, qui pourtant lui est très grand et très long aussi, donc tu pourrais te dire qu'il y a un potentiel sur le physique, mais tant qu'il n'y a pas le dribble pour un peu tout débloquer, bah, il peut pas y aller au panier, quoi. Il peut pas y aller, surtout qu'il n'y a pas l'agressivité, donc il n'y a pas non plus ça pour compenser un peu sur genre j'ai un style un peu pâteau, j'ai pas le dribble, mais au moins je fonce dans le tas, il n'y a pas ça non plus. Et tu vois, j'en viens à me demander à quel point on n'est pas plus sur un Michael Porter Jr. que sur un Paul George en fait. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça. La comparaison avec Paul George, elle vient souvent parce que lui-même l'a fait, ou plutôt, il dit qu'il essaie beaucoup de s'inspirer de Paul George, mais je suis assez d'accord avec le profil Michael Porter Jr. parce qu'on est vraiment sur ce profil-là de super shotmaker, mais qui a besoin qu'on lui donne le ballon dans les bonnes situations. Et il y a ce même côté aussi, vision du jeu un peu limitée, parce que quelque chose aussi que Brandon Miller fait, je trouve très bien, et même dès ses premiers matchs c'était visible, c'est sur un close-out, il est vraiment bon pour faire mordre le défenseur à l'idée qu'il va prendre son shoot à 3 points, et en fait justement pas prendre ce shoot et avancer vers le cercle. Le problème c'est l'après, c'est que en fait il a tendance à s'arrêter et à prendre son pull-up en étant inefficace, plutôt qu'aller au drive, ou plutôt que profiter du décalage, du fait qu'il a battu son défenseur, qui est Ned qui vient pour faire la passe, et donc vraiment de la connexion pure. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, et c'est dommage parce que dès le début, dès ses premiers matchs, moi un peu des premières choses positives que j'ai vues, c'est vraiment cette capacité à bien attaquer le close-out de manière intelligente, mais il n'y a jamais eu la suite qui a été débloquée. J'ai envie d'être optimiste et de me dire que ça peut venir parce que justement il sera peut-être plus habitué à ces situations-là, mais clairement je le vois plus sur un profil de pur shooter, pas seulement de spot-up, mais un peu en mouvement aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce côté en mouvement qui est présent, peut-être parce qu'il se déplace bien, notamment il a vraiment une capacité à faire appel contre appel et à faire mode son défenseur, et aussi à s'adapter à la manière dont son défenseur défend, notamment lors d'un match face à Orlando là, en fin de saison. J'avais posté l'extrait sur Twitter, c'est Jalen Suggs qui essaie vraiment de l'empêcher de remonter sur un pied down, de remonter derrière la ligne à 3 points vers le milieu du terrain. Et en fait, du coup, Brandon Miller lit très bien la situation, le comprend très bien, et fait un contre-appel très rapide où le jeu de jambes est vraiment très bon pour se replacer derrière la ligne de 3 points en revenant un peu vers le corner. Et Jalen Suggs a complètement mordu à ça, et en plus c'est arrivé 2 fois dans ce match-là, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi plusieurs fois dans la saison. Il a ce côté où il a un jeu de jambes, et c'est vrai que c'est là où c'est un peu décevant au niveau du dribble, c'est que ce jeu de jambes, vraiment de changement de direction qui est visible sur les démarquages, n'est pas visible sur le dribble, donc son avenir est plutôt sur un shooter en mouvement. Je pense qu'il y a possibilité, en plus si la Melo Ball peut jouer davantage, d'avoir un super passeur pour le servir dans ces configurations-là, et ça peut être super en étant avec un bon coaching pour Brandon Miller, et du coup pour la franchise forcément. Je pense que c'est en plus une nuance assez importante, c'est que en fait pour être un vrai joueur d'attaque, créateur d'élite en NBA, il faut du passing, un niveau de passing, et il faut aussi du drive en fait. Et c'est pour ça que je parle de grand shotmaker, mais qui peut être excellentissime dans son rôle. Tu vois, mais j'aime beaucoup la comparaison avec Porter Jr. parce que pareil, shotmaker, qualité de jump shot d'élite, Porter Jr. De grande taille, qui en plus du coup est viable en défense aussi parce que la taille, il a mis Porter Jr. a bien bossé, donc maintenant il arrive à se servir de sa taille concrètement. Plus le côté pas de drive, pas de passing, ça ressemble aussi beaucoup à Brandon Miller. Et je trouve que enfin voilà, ça peut être un profil totalement similaire. Après, si il nous sort de nulle part, comme n'a jamais fait Porter Junior, du passing et du dribble, oui, là ça peut débloquer plein d'autres choses, quoi. Et c'est effectivement, c'est pas dit que ça soit, c'est pas fini, quoi. Il peut le faire encore, on est d'accord.
C'est juste que s'il reste un peu dans ce profil-là, je pense qu'il peut devenir une excellente version de Porter Junior qui, lui-même, hein, souvenez-vous, était un ancien lycéen superstar, hein, meilleur lycéen de la QV, etc. quoi. Donc c'est pas du tout déshonorant, je veux dire, pour l'instant. Et voilà, c'est un peu le truc de son profil que j'aime bien aussi parce que défensivement, comme tu dis, tu vois, pour le coup, Porter Junior a mis longtemps à être un peu viable en défense. Là, avec Brandon Miller, je me dis que ça peut être plus rapide et on regarde quelques indicateurs. En plus de, effectivement, en match, il arrive plutôt pas mal à utiliser sa taille, sa longueur de bras. La vitesse latérale, on n'est pas élite, je trouve. Mais parce que si, il a un centre de gravité assez haut, mais c'est quand même plutôt solide. Et tu vois, indicateur stat, il est à 1,2% de steal percentage. Bon, c'est pas élite, hein. L'élite, ils sont autour des plus 2%, donc vraiment gros playmaker défensif. Mais 1,2%, ça va, c'est pas cata non plus, quoi. T'en as qui sont autour des 0,3, 0,4. Et eux, les joueurs qui n'arrivent pas à faire d'interceptions, c'est aussi souvent qu'ils ne comprennent pas le jeu. Et donc, il y a une capacité un peu limitée en termes de défense off-ball, etc. Et lui, je trouve que il est pas élite, mais au moins il comprend le jeu, quoi. Il comprend le jeu, le steal percentage montre ça. Et effectivement, ce sera peut-être jamais non plus un Herb Jones ou un mec comme ça, mais tout ce qu'on lui demande, c'est d'être un shooter d'élite. Avec ça, il peut être un excellent scoreur. Et en défense, si t'es viable avec ta taille et un peu de volume off-ball, avec, comme tu dis, second rideau, etc., bah ça fait quand même un sacré joueur, quoi. Ah ouais, complètement. Et en préparant l'émission, j'écoutais l'épisode qu'on avait fait avec Baptiste sur les supporting cast là pour les playoffs, et ouais. Je projetais un peu Brandon Miller en me disant, est-ce qu'il serait pas déjà viable pour être au moins le joker et voir une étoile justement où il a en défense. Je pense qu'il a un niveau suffisant pour pas forcément être ciblé, et comme il a le shot making ou déjà en catch and shoot, il a un niveau d'efficacité qui est correct avec 38%. Bah du coup ça donne ses centres de shooting plus, je pense du coup sur du 38%, parce que ça fait 1,16. Et je me dis, bah, en fait il pourrait presque déjà être un étoile dans un contexte d'une équipe qui collectivement fonctionne. Et en fait le fait qu'il ait un peu ce minimum là qu'on puisse attendre, c'est déjà un peu positif dans le sens où forcément avec un numéro 2 t'as envie d'avoir une star, avoir une superstar avec un numéro 2 de draft, mais se dire que au moins tu pourras l'inclure dans des rotations dans le futur, si tu arrives à créer une équipe fonctionnelle, c'est déjà positif en soi d'avoir ce constat là dès cette saison rookie. Ouais. Alors après, pour moi, il y a deux pistes de développement. C'est soit il arrive à développer le dribble, le drive et le passing. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre, c'est s'il reste un peu dans ce style-là, le point de bascule pour moi, c'est à quel point est-ce que c'est un bon shooter ou pas. Parce que tu vois, Michael Porter Jr., on est vraiment sur l'élite, quoi. Vraiment élite de chez élite. Et Brandon Miller, si c'est ce style-là, il faut vraiment qu'il soit. En tout cas, la question pour moi, c'est à quel point il peut être bon. Je sais pas s'il peut être méga élite, mais en tout cas il peut totalement être très bon. Pour l'instant, les premiers indicateurs nous disent que oui, quoi. 83% au lancer franc, 47% sur les longs tirs à 2 points, c'est pas mal aussi. 37-38% sur les 3 points sur un gros volume. Ouais, je pense qu'on a aussi affaire à un très bon shooter. Donc oui, c'est peut-être jamais quelqu'un qui sera un gros playmaker en termes de création de jeu direct, pick and roll, etc. Mais en même temps, c'est aussi la force de son profil, c'est qu'il pourra s'additionner à peu près n'importe qui sans trop de compromis, quoi. Donc c'est aussi la force de son profil d'être transposable dans plein de contextes différents. Donc voilà, effectivement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.